Il fut un temps où les pommes de terre n'étaient pas enterrées dans de profonds sillons, elles n'étaient pas plantées dans des rangées parfaitement uniformes, elles n'étaient pas cultivées de la manière que les manuels d'agriculture d'aujourd'hui prescrivent comme l'unique méthode correcte. Au début du XXe siècle, des petits agriculteurs, dans des coins oubliés d'Europe, utilisaient discrètement une technique qui produisait jusqu'à 3 fois plus de tubercules sur la même surface. Aucun engrais acheté n'était nécessaire, aucun produit chimique de laboratoire, pratiquement aucun creusage requis. Le travail manuel était réduit à une infime fraction de la méthode conventionnelle. Puis, cette technique a disparu des manuels, des écoles d'agriculture et de la mémoire collective. Non pas parce qu'elle avait échoué, les archives prouvent qu'elle fonctionnait. Elle a disparu parce qu'elle fonctionnait trop bien en dehors du système industriel qui émergeait. Alors, une méthode qui triple la récolte sans rien acheter n'intéresse personne qui vend des intrants agricoles. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer étape par étape comment cette méthode fonctionne et comment tu peux l'appliquer toi-même dans ton jardin. C'est l'histoire d'une technique qui a nourri des familles pendant des générations, documentée par des agronomes, confirmée par les récoltes, puis effacée des livres parce qu'elle ne convenait pas aux machines. Bienvenue au coffre vert. Avant d'ouvrir ce coffre, si ces histoires sont importantes pour toi, le meilleur moyen de préserver ce savoir est simple. Abonne-toi, active la cloche et partage ces trésors avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. L'archive s'ouvre en l'an 1905. Des bulletins agricoles d'Europe de l'Est, de la Russie rurale et de régions reculées de France ont commencé à documenter une pratique inhabituelle que les petits paysans utilisaient depuis des décennies. Ils ne creusaient pas de trous ou de sillons pour leurs plants de pommes de terre. Ils les posaient directement à la surface du sol, les couvraient d'une épaisse couche de paille, de foin, de feuilles mortes ou de n'importe quel matériau organique disponible et ne touchaient plus jamais au sol jusqu'à la récolte. Aucun butage, aucun travail répété durant la saison, aucune perturbation des racines ou de la structure du sol, seulement des couches de matière organique ajoutées au fur et à mesure que les plantes poussaient. Les résultats documentés par les agronomes ont choqué la communauté scientifique de l'époque. Plus de tubercules par plante que la méthode conventionnelle. Des grappes plus grosses et plus uniformes, des taux de maladie radicalement bas et 80% de travail manuel en moins. Mais cette méthode avait un problème que personne ne voulait admettre publiquement. Elle ne pouvait pas être mécanisée, aucune machine de l'époque ne pouvait imiter le processus consistant à poser des pommes de terre à la surface et à les recouvrir de matériaux organiques en vrac. Alors que l'agriculture du XXe siècle accélérait vers les tracteurs, les moissonneuses, les rangs uniformes et la profondeur de plantation standardisée, toute technique ignorant les machines devait être éliminée. Non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était incompatible avec le futur que l'industrie construisait. La méthode de surface fut discrètement retirée des manuels officiels. Elle ne fut plus enseignée dans les écoles d'agriculture. Elle n'apparaissait plus dans les publications respectées. Dans les années 1930, elle avait totalement disparu de la littérature technique, comme si elle n'avait jamais existé. Ce qui l'a remplacée est un système basé sur le contrôle. Une plantation profonde nécessitant des machines spéciales, un butage agressif et répété toute la saison et un sol exposé au soleil, au vent et à l'érosion. Une fertilisation lourde pour compenser ce que le sol exposé perdait. Une irrigation constante, car un sol nu ne retient pas l'eau. Tout était conçu pour les machines et pour vendre des produits. Rien n'était conçu pour la biologie ou pour le petit paysan. Pourtant, la méthode interdite n'a pas totalement disparu. Elle a survécu là où le savoir qui menace les systèmes de contrôle survit toujours. Dans les potagers des familles pauvres qui n'avaient pas les moyens d'acheter des engrais, dans les jardins ouvriers ou de guerre quand le carburant et la main-d'œuvre manquaient pour les méthodes industrielles. Sur les parcelles de subsistance, où la seule option était de produire le maximum avec un minimum de ressources. Les familles se transmettaient la technique de génération en génération sans lui donner de nom formel. Pose-les simplement sur le sol, couvre de paille. Laisse-les tranquilles jusqu'à la récolte. Ce n'était pas la paresse de paysans ignorants, comme le suggèrent les manuels modernes. C'était l'observation affinée par des générations de gens qui dépendèrent de la terre pour survivre. Les pommes de terre ont évolué sur des millions d'années pour former des tubercules dans des couches meubles, fraîches et riches en oxygène, pas dans un sol compacté par les machines, ni dans une terre retournée à répétition qui détruit la vie microbienne. La méthode de 1905 fonctionnait car elle imitait presque parfaitement les conditions d'un sol forestier, là où les ancêtres sauvages de la pomme de terre ont évolué.
Des couches de matière organique en décomposition, une protection contre les températures extrêmes, une humidité constante sans stagnation d'eau et une vie microbienne riche qui nourrit les racines. Et quand les récoltes ont triplé avec ce système simple, la méthode est devenue une menace existentielle pour des industries entières bâties sur l'effort inutile, le carburant, gaspillé et les intrants vendus chaque saison. Une technique qui fonctionne mieux avec moins n'a pas sa place dans un système qui profite en vendant plus. La méthode interdite est techniquement simple, mais chaque détail compte pour le résultat final. Les plants sont posés directement sur la surface du sol, sans creuser de trous ni de sillons. Le sol n'est pas retourné ni préparé de façon conventionnelle, juste nivelé et débarrassé des grosses mauvaises herbes. L'espacement entre les pommes de terre est plus grand que dans les rangs classiques, environ 40 à 50 cm dans toutes les directions pour que les tubercules puissent s'étendre latéralement sans concurrence. Le sol en dessous reste totalement intact durant tout le processus, préservant les réseaux de champignons qui ont mis des années à se former et la structure microbienne essentielle à la nutrition des plantes. Vient ensuite l'étape qui définit toute la méthode. Couvrir, pas enterrer, une épaisse couche de paille, de foin sec, de feuilles ou d'un mélange organique est posée sur les pommes de terre, les recouvrant complètement. La profondeur initiale doit être d'au moins 20 à 30 cm. À mesure que les plantes poussent et que les pousses traversent la couverture, on ajoute plus de matière organique par-dessus. Jamais de terre, jamais de sol minéral, seulement des couches organiques qui se décomposent lentement durant la saison. Cela crée une butte vivante qui se comporte de façon totalement différente d'un sol compacté. Les couches organiques régulent la température, gardant les racines au frais lors des chaleurs et protégées du froid, retiennent l'humidité comme une éponge qui la libère lentement et laisse l'oxygène pénétrer librement jusqu'aux tubercules en formation. Les tubercules se forment vers le haut et sur les côtés, s'étendant dans l'espace disponible et non pressés vers le bas contre une terre dure. Cela élimine presque totalement les déformations et le pourrissement fréquents avec la méthode conventionnelle. Plus important encore, les stolons qui produisent les tubercules se forment continuellement à chaque niveau de couche. Dans la plantation traditionnelle, le butage répété endommage les zones de croissance potentielle. Avec la méthode par couche, chaque nouvel ajout de matière organique devient une nouvelle opportunité pour la formation de tubercules supplémentaires. Ici, la production se multiplie d'une manière qui semble impossible. Un seul plant peut produire des tubercules sur 3, 4 ou 5 niveaux verticaux différents. Non pas une seule zone de récolte comme avec la méthode conventionnelle, mais plusieurs zones produisant simultanément l'une sur l'autre, empilées. Les avantages vont au-delà de la production. Les ravageurs diminuent radicalement car les dorifores et autres insectes ont du mal à trouver les plantes cachées sous des couches de matière organique à l'odeur forte. Les maladies du sol échouent sans la terre compactée et exposée où elles prospèrent normalement. Le mildiou et d'autres maladies fongiques se propagent beaucoup plus lentement grâce à une meilleure circulation de l'air entre les plantes et à la réduction des éclaboussures d'eau qui transportent habituellement les spores du sol vers les feuilles. L'arrosage devient presque optionnel. La couverture organique retient l'humidité si efficacement que même en période de sécheresse, les plantes montrent rarement des signes de stress hydrique. La récolte est la partie la plus satisfaisante. Pas de bêchage, pas de tubercules endommagés par les outils. On écarte simplement les couches de paille avec les mains et des pommes de terre propres apparaissent, prêtes à être ramassées. Durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la méthode est brièvement revenue en Europe. Des pommes de terre cultivées sous la paille ont nourri des villages entiers quand le carburant des tracteurs était rationné et que les hommes étaient au front, laissant les fermes sans main-d'œuvre. Cela fonctionnait parfaitement quand il s'agissait de survivre. Après les guerres, elle a de nouveau disparu. L'agriculture industrielle de l'après-guerre exigeait de la vitesse avant tout, de la prévisibilité pour la planification financière et une uniformité visuelle pour des marchés qui achetaient sur l'apparence. Une méthode qui produisait l'abondance mais ne pouvait être ni contrôlée ni standardisée n'avait pas sa place dans ce nouveau monde. Même les jardiniers amateurs ont été activement découragés par des publications mettant en garde contre les rongeurs, les champignons et le pourrissement. Pourtant, les tests scientifiques montraient à plusieurs reprises des taux de maladie plus bas lorsque la circulation de l'air et la vie microbienne étaient préservées par la couverture organique. La vérité était plus simple et plus dérangeante.
Une méthode qui produit plus avec moins menace directement les systèmes économiques bâtis sur la vente de toujours plus d'intrants chaque saison. Elle a donc été oubliée, moquée ou étiquetée comme une technique primitive de gens qui n'y connaissaient rien certain. Mais le sol se souvient de ce qui fonctionne, même si les hommes l'oublient. La méthode fonctionne aujourd'hui encore mieux que jamais, car nous avons accès à plus de variétés de matières organiques. Les jardiniers modernes qui redécouvrent la technique rapportent des récoltes 2 à 3 fois supérieures au bêchage conventionnel. Le sol s'améliore visiblement chaque année, au lieu de se dégrader comme avec les cultures qui retournent la terre. La charge de travail durant la saison disparaît pratiquement. La clé du succès est de choisir le bon matériau. Les couches riches en carbone sont plus importantes que l'azote pour cette méthode. La paille de n'importe quelle céréale fonctionne parfaitement. Les feuilles mortes d'arbres sont excellentes. Le vieux foin qui n'est plus bon pour les bêtes est idéal. Évitez l'herbe fraîchement tondue seule, car elle se compacte et fermente, produisant une chaleur qui peut endommager les tubercules. Cette méthode n'a jamais été interdite par aucune loi. Elle a été interdite par omission systématique, retirée des manuels, ignorée par les écoles, moquée par des experts qui ne l'ont jamais testée. Le coffre vert existe pour restaurer ce qui n'a pas été effacé par échec, mais parce que cela fonctionnait trop bien sans rien avoir à acheter. La méthode de 1905 ne fait pas que tripler la production. Elle redonne le contrôle aux jardiniers et supprime la dépendance envers des systèmes qui profitent de tes besoins. La biologie ne répond pas à l'effort, elle répond aux conditions. Cette méthode crée les conditions où la plante fait le travail elle-même. L'abondance n'a jamais été construite dans des laboratoires ou des usines. Elle a toujours été bâtie en couches par ceux qui comprenaient comment la nature fonctionne réellement. Si ce coffre a ouvert quelque chose en toi, abonne-toi au coffre vert et active la cloche. Chaque j'aime et chaque partage préserve ce qu'ils ont essayé d'effacer. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt.